Alors bonjour, voici le cours du vendredi 29 mai qui concerne la procréation médicalement assistée. Donc vous aviez affaire à étudier les 4 documents-là et à répondre à ces questions que vous aviez ici en bas. Donc le document 1 concernait les causes d'infertilité. Donc première chose, qu'appelle-t-on infertilité? Donc on considère qu'un couple est infertile lorsqu'il n'arrive pas à avoir d'enfants malgré des rapports fréquents sans contraception pendant une période de 2 ans. On parle de stérilité si une grossesse est considérée comme naturellement impossible. Les causes d'infertilité. Donc chez la femme, les principales causes d'infertilité sont les troubles de l'ovulation suite à des maladies des ovaires ou des problèmes hormonaux, c'est dans 30% des cas, et l'obstruction des trompes utérines suite à des infections dans 26% des cas. Chez l'homme, l'infertilité est due principalement à l'insuffisance du nombre ou de la mobilité des spermatozoïdes, ou encore à un nombre important de spermatozoïdes mal formés. L'origine de ces anomalies est diverse, troubles hormonaux, dysfonctionnement des testicules, obstruction des voies génitales. Dans de nombreux cas, l'infertilité résulte de causes impliquant chacun des 2 partenaires. Donc vous avez un petit graphique ici qui vous présente la répartition des causes d'infertilité. Donc dans 33% des cas, l'infertilité est due à la femme, dans 21% des cas, due à l'homme, dans 39% des cas, c'est l'homme et la femme, et 7% des cas, on ne sait pas expliquer pourquoi il y a une infertilité. Le document 2 vous présente l'insémination artificielle et le don de gamètes. Donc l'insémination artificielle, elle consiste à placer dans l'utérus les spermatozoïdes qui ont été préalablement préparés à partir d'un échantillon. Ils peuvent provenir du conjoint ou d'un don de sperme dans 6% des cas. Pour augmenter les possibilités de grossesse, les ovaires sont stimulés de manière hormonale et l'ovulation est contrôlée afin de choisir le meilleur moment pour réaliser l'insémination. Le taux de succès est environ de 12%, et en France, plus de 6000 naissances sont issues annuellement d'une insémination artificielle. Donc vous voyez, on a une seringue avec un cathéter, avec des spermatozoïdes, on insère le cathéter dans le vagin, puis il passe le col de l'utérus pour aller dans l'utérus. Donc ça a lieu lorsqu'il y a l'ovulation, lorsque le moment est propice à la fécondation. Et donc les spermatozoïdes, vous voyez, ils peuvent aller à gauche ou à droite, et ils ont possibilité d'aller féconder l'ovule. Le don de sperme, donc en France, le don de sperme est gratuit et actuellement anonyme. Le nombre d'enfants nés à partir du même donneur est limité à 10. Beaucoup de personnes nées par cette technique souhaitent connaître l'identité du donneur. Pour répondre à cette demande, il est envisagé de modifier la loi en ce sens. Le sperme peut être conservé dans l'azote liquide à moins 196 degrés pendant une durée de 10 ans. Donc là, vous avez une illustration avec les paillettes de sperme congelées. Ensuite, le don d'ovocytes, donc bien que représentant un espoir pour beaucoup de couples, le don d'ovocytes est encore peu répandu. En effet, celui-ci nécessite une stimulation hormonale et une ponction, et pour obtenir une grossesse, il faut ensuite réaliser une fécondation in vitro. Donc voilà, le don de sperme est notamment plus facile que le don d'ovocytes. C'est pour ça qu'il est quand même plus répandu que le don d'ovocytes. Ensuite, le document 3, donc la fécondation in vitro et transfert d'embryons, qu'on appelle FIV ou FIVette. Donc chaque année en France, plus de 18 000 naissances sont issues d'une FIVette avec un taux de réussite d'environ 20%. Les gamètes utilisés lors de la FIVette sont plus souvent produits par le couple, mais ils peuvent être issus de dons. C'est dans le cas de 3% des FIVettes. Dans tous les cas, les embryons sont implantés chez la femme du couple en désir d'enfant. En effet, la gestation pour autrui, ou GPA, donc grossesse confiée à une mère porteuse, est interdite en France. Donc, par contre, c'est autorisé notamment aux États-Unis, où ce processus a lieu, et en plus, l'embryon est implanté dans une mère porteuse. Donc première étape, prélèvement de plusieurs ovocytes après une stimulation hormonale. Ensuite, ces ovocytes ils vont être mis en contact avec des spermatozoïdes et incubés à 37 degrés pendant 24 heures. On a ensuite des embryons. Et enfin, sélection et transfert des embryons. Après 48 heures, 1 ou 2 embryons dont le développement est normal sont choisis, puis déposés dans la cavité utérine à l'aide d'un cathéter fin et souple. Les embryons non transférés sont conservés par congélation. Donc vous voyez, comme tout à l'heure, vous avez une seringue, mais cette fois-ci vous avez un embryon et un cathéter qui passe par le vagin, qui traverse le col, et on peut implanter directement l'embryon dans l'utérus. Ici vous avez une petite info sur l'ICSI. Donc on vous dit une technique très utilisée, l'ICSI consiste à injecter un spermatozoïde dans l'ovocyte grâce à un microscope spécialement équipé. Donc vous voyez, donc c'est une aiguille très très fine
qui injecte directement un spermatozoïde dans l'ovocyte. Et donc c'est une technique qui fonctionne, mais bon, qui est plutôt rare quand en fait c'est quand la fécondation ne se fait pas naturellement. Et enfin le dernier document, stimulation hormonale des ovaires, donc ça c'est le cas le plus on va dire le plus simple, hein, le moins contraignant. Donc une stimulation hormonale de l'ovaire a pour but de l'aider à produire des ovocytes. Cette technique peut résoudre des problèmes de femmes qui ont du mal à ovuler, par exemple par insuffisance des sécrétions d'hormones hypophysaires, donc par exemple l'absence de pic de LH. Donc vous vous rappelez, hein, le pic de LH permet la production d'ovocytes. Il permet notamment l'ovulation. Donc, diverses hormones permettent de stimuler ou de remplacer l'action du complexe hypothalamo-hypophysaire, donc hypothalamus, hypophyse, hein, on en a parlé déjà précédemment, provoquant ainsi la formation d'ovocytes et l'ovulation. Donc, cette technique est aussi utilisée pour recueillir des ovocytes dans le cadre du don d'ovocytes ou de la fécondation in vitro. Donc les ovocytes sont alors ponctionnés avant l'ovulation. Hein, donc là par exemple, pour récupérer plusieurs ovaires, forcément on a fait une stimulation hormonale de ces ovaires. Hein, parce que sinon tous les mois, une femme produit un seul ovocyte. Alors que si on fait une stimulation ovarienne, il peut y avoir plusieurs ovocytes. Alors, donc vous aviez deux questions, donc je vous demandais de créer un tableau et de relever les différentes techniques d'assistance médicale à la procréation exposées dans les documents, et ainsi que les causes pouvant être traitées par chacune d'elles. Donc je vous propose ce type de tableau. Donc technique d'assistance médicale à la procréation, donc on a la stimulation ovarienne, l'insémination artificielle, la FIVET. On va parler un peu des principes. L'origine des gamètes à chaque fois et les causes d'infertilité traitées. Donc la stimulation ovarienne, donc on a dit quoi? C'est une prise d'hormones. Hein. Donc stimulation hormonale des ovaires afin d'obtenir une ou plusieurs ovulations. Les gamètes, cette fois-ci, comme on stimule les ovaires de la mère, donc forcément, ce sont les gamètes du couple. Hein. L'homme, a priori, dans ce cas de figure-là, n'a pas de problème de fertilité. Et donc justement, les causes d'infertilité traitées, donc mauvais fonctionnement des ovaires. Donc ça, c'est un cas assez simple à traiter, on va dire. Ensuite, l'insémination artificielle, donc le principe. On va déposer des spermatozoïdes dans l'utérus. Donc les gamètes, en général, c'est les gamètes du couple, notamment de l'homme, hein, celui de la femme, l'ovule est présent, hein, les gamètes sont présents. Mais par contre, parfois, ça peut être des spermatozoïdes issus d'un don dans 6% des cas. Donc ça, c'était noté dans le document. Donc cause d'infertilité traitée, cette fois-ci, anomalie du nombre ou de mobilité des spermatozoïdes, et ça peut être aussi des causes mixtes, donc des causes également dues à la femme. Donc, stimulation ovarienne, on peut retenir que c'est une cause d'infertilité due à la femme, insémination artificielle en général due à l'homme, mais ça peut être également dû à la femme. Et enfin, FIVET, donc là c'est le plus complexe, donc fécondation in vitro puis transfert des embryons dans la cavité utérine, possibilité d'injection directe du spermatozoïde dans l'ovule, donc c'est l'ICSI, pardon. L'origine des gamètes, donc ça peut être des gamètes du couple, ou alors ovocytes et ou spermatozoïdes issus d'un don, donc dans 3% des cas. Et enfin, cause d'infertilité traitée, donc obstruction des trompes utérines, donc là ça peut être dû à une infection sexuellement transmissible, trouble de l'ovulation, anomalie des spermatozoïdes, cause mixte, donc ça, la FIVET, c'est vraiment le cas le plus complexe. Ensuite, je vous demandais, en vous appuyant sur des recherches complémentaires, présenter les questions bioéthiques que ces techniques peuvent soulever. Alors, je vous en propose quelques-unes. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que des questions bioéthiques? Donc la bioéthique, c'est l'ensemble des questions d'ordre moral liées aux enjeux des connaissances acquises et des techniques utilisées en biologie. Donc, questions d'ordre moral. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler lors notamment de différentes manifestations de la PMA pour tous et pour toutes. Donc justement, donc déjà quand il y a un enfant qui est né à partir de ces différentes techniques, est-ce qu'il faut en parler? Notamment quand l'ovocyte ou le spermatozoïde ne vient pas du couple. La PMA pour tous et toutes, alors je vous ai mis tous, on n'y est vraiment pas, mais en tout cas pour toutes, donc toutes les femmes qui souhaiteraient avoir un enfant, donc pourquoi pas les célibataires qui n'ont pas de compagnons, ou alors pour les couples homosexuels, donc des femmes homosexuelles. Donc pourquoi ne pas ouvrir cette PMA à elles? Donc PMA pour tous, là on n'y est vraiment pas encore avec
avec une mère porteuse, donc en France, on n'y est pas du tout. Et enfin, PMA remboursé par la sécurité sociale, donc même chose. Actuellement, c'est remboursé par la sécurité sociale dans le cas où on a un couple homme-femme. Mais une fois que la PMA pour toutes sera votée, donc on aura un couple de femmes homosexuelles, est-ce qu'on doit rembourser cet acte pour ces femmes-là? Donc c'est des questions qui se posent, c'est un débat assez vif, donc je me prononcerai pas parce que j'ai pas à le faire, mais vous pouvez vous questionner là-dessus, quoi. Donc ça aurait été mieux qu'on le fasse en cours, mais effectivement, n'hésitez pas à vous poser la question et à vous positionner par rapport à ça, quoi. Alors, dans le cours, on va noter un 4, alors c'est pas le, pardon, c'est la procréation médicalement assistée. Donc PMA, donc selon le degré de stérilité, plusieurs méthodes de PMA existent. Donc on a vu la stimulation ovarienne, donc qui va permettre la production d'ovules dans le cas où cela n'est pas possible naturellement. L'insémination artificielle, qui permet de sélectionner les spermatozoïdes. Alors je vous propose comme abréviation pour spermatozoïdes SPZ, hein, ça sera plus rapide. Les plus à même de féconder un ovule dans le cas où il existe des problèmes de production insuffisante de spermatozoïdes, donc on appelle l'azoospermie ou de mobilité de spermatozoïdes. Et enfin la FIVET, fécondation in vitro et transfert d'embryon, donc permet de réaliser la fécondation à l'extérieur de l'organisme, puis d'implanter l'embryon dans l'utérus dans le cas où plusieurs troubles existent. Donc voilà pour la procréation médicalement assistée. Donc là il reste une dernière partie, donc à faire pour le 5 juin, donc les activités pages 254 et 255, qui concernent les infections sexuellement transmissibles. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.